Elle n'a pas pu être sauvée par les sapeurs-pompiers. Une jeune dame enceinte a été emportée par les eaux de pluie à Ouagadougou. Son corps a été retrouvé plus tard. La capitale burkinabé a été arrosée par une pluie exceptionnelle ce samedi. La ville a reçu près de 100 mm de précipitations en quelques heures. Plusieurs quartiers sous eau, les images à suivre dans ce journal. Les meilleurs élèves du Burkina Faso au palais présidentiel, 103 champions du système éducatif célébrés ce 5 septembre par le président du Faso. La 4e édition de la journée de l'excellence scolaire a été l'occasion pour le chef de l'État d'encourager l'ensemble des acteurs pour les résultats engrangés en dépit de la situation sanitaire et sécuritaire. La question du jour, où vont les ressources générées par les mines au Burkina Faso? Dans les actions de développement local, répond le ministre des Mines et des Carrières. Oumarou Idani dresse le bilan de mise en œuvre des activités du secteur minier sur les 5 dernières années. En dépit de l'insécurité qui a fortement impacté le secteur, toutes les prévisions en matière de croissance ont été atteintes d'après lui. Bonsoir à toutes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le ciel a encore ouvert ses vannes sur le Burkina Faso. Plusieurs localités du pays ont enregistré de fortes précipitations. La ville de Ouagadougou a reçu près de 100 mm de précipitations. Plusieurs zones inondées, des voies impraticables, d'énormes dégâts causés. Et surtout, ce drame, une femme enceinte d'une trentaine d'années est morte noyée dans les eaux. Justin Amontou. Près de 100 mm d'eau tombée sur la capitale burkinabé. Des dégâts sont énormes. C'est le drame dans la famille de Dera à Tanguin. Tombée dans un caniveau devant son domicile, Balkissa, une femme enceinte, n'a pas survécu face à la furie des eaux. Après la première prière, je suis sorti. J'ai vu plein d'eau dans les maisons. Je suis rentré chez moi et en ressortant, j'ai vu la dame sortir pour s'occuper de son charbon. Il y avait une planche posée là, mais elle ignorait que l'eau avait emporté la planche. Quand elle a piétiné, elle est tombée sous mes yeux. Nous avons couru pour la sauver. Moi-même, j'ai été sauvé de justesse. Mais tout cela est dû au manque de dalles. Quand on veut parler des dalles, on dit d'aller acheter. S'il y en avait, tout cela ne serait pas arrivé. Insuffisance de dalles sur les caniveaux, les autorités municipales qui sont allées au constat amer dans la famille Dera évoquent les soucis de budget. Beaucoup de caniveaux qui n'ont pas de couverture parce que le premier souci des investissements, c'est de faire de l'assainissement pour mettre les quartiers hors d'eau. Mais quand vous savez le coût de ces caniveaux, une fois que vous voulez couvrir tous les caniveaux, vous doublez, voire triplez le budget de ces travaux d'assainissement. Donc, mais on a donné des instructions fermes pour que petit à petit, ces caniveaux puissent être pris en compte dans le budget de la commune. Et petit à petit, nous allons résolver ce problème parce que aujourd'hui, nous avons mis les quartiers, nous avons assaini les quartiers, mais il y a un problème de sécurité qui se pose avec ces caniveaux qui restent ouverts. Et nous allons tout faire pour y affecter le budget pour pouvoir les couvrir. L'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou est l'un des arrondissements les plus durement et régulièrement touchés par les inondations. Et ça a été également l'occasion de faire le tour pour voir les coins véritablement à risque et pour profiter de votre micro pour lancer un appel. Lancer un appel à l'endroit de nos citoyens pour les demander véritablement d'observer toujours la prudence. En ces périodes de forte pluie, véritablement d'observer en tout cas la prudence. Nous avons pu également constater qu'au niveau de la zone de Somgande, Touquin, Nyoko, dans la zone non lotie, les bâtiments, en tout cas, il y a eu des dégâts. Ouagadougou, ville fragile, ville inondable, à chaque grosse pluie, son lot de dégâts. Le maire de Ouagadougou parle de poursuite des investissements pour soulager les Ouagalais. Il faut dire que ce sont les zones inondables qui sont de plus en plus touchées. Mais on peut se réjouir que les quartiers qui souffraient énormément de ces inondations dans le passé, aujourd'hui, grâce aux investissements qui ont été faits par la commune, et ces quartiers sont aujourd'hui hors d'eau. Mais beaucoup reste à faire. Et le principal exutoire de la ville, qui est le canal qui passe dans le parc urbain Bangrouégo, aujourd'hui est débordé. Fort heureusement, après les pluies,
Il y a un grand chantier qui va aménager ce canal-là. Et je pense que les prochaines années la ville va être mieux soulagée. En attendant, il faut gérer les urgences, apporter les secours aux sinistrés. Une cellule de veille a été mise en place par le maire de Ouagadougou. Après la pluie, ce n'est pas du tout le beau temps sous les manguiers de Tanguin à Ouagadougou. Les jeunes vendeurs de poulets braisés payent le lourd tribut de ces fortes précipitations. Leur cadre d'activité a été entièrement immergé. Le constat avec Madina Sionou. Le samedi, c'est généralement jour de détente pour bon nombre de Ouagalais qui se retrouvent ici sous les manguiers du quartier Tanguin. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de sortie, l'endroit est méconnaissable, les eaux ont tout englouti. Pas de sortie détente, pas de travail également pour ces jeunes vendeurs de poulets braisés sous les manguiers. Leur lieu de travail est envahi par l'eau. Regardez vous-même, nous n'avons plus de lieu de travail. Cette eau restera ici pendant au moins 5 jours. 5 jours sans travailler. Comment allons-nous nourrir nos familles? Dites-moi, les autorités du pays sont à Ouaga 2000. Ils ne connaissent pas nos réalités. Ça doit changer. Les années passent et se ressemblent pour Marcel Caboret qui fait de la grillade sous ses arbres depuis plus de 10 ans. La saison pluvieuse est toujours source d'angoisse pour lui. Il appelle donc la municipalité à se pencher sur leur situation. La construction de grands canaux d'évacuation des eaux serait la solution. Chaque année, c'est la même chose. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Il faut que le maire Armand Bewende songe à construire de grands canaux d'évacuation des eaux dans toute la ville. Cela nous aiderait beaucoup et nous pourrons travailler sans crainte. Selon les services de météo, la ville de Ouagadougou a recueilli près de 100 mm de précipitations ce 5 septembre. Cette grande quantité d'eau a occasionné d'énormes dégâts. Le mur de cet hôtel 6 à Tanguin a cédé, favorisant ainsi la forte pénétration de l'eau. En cette saison pluvieuse, les services météorologiques et les autorités appellent les populations à plus de prudence. Ils ont souvent risqué leur vie et bravé des inondations et autres risques sécuritaires et sanitaires pour sauver leur année scolaire. Après le travail, c'est l'heure des récompenses des élèves les plus méritants. Ils sont au total 103 élèves à avoir obtenu les meilleures performances aux différents examens scolaires. Ce 5 septembre, ils reçoivent la reconnaissance de la nation. Le président du FASO leur offre des présents. Arsène Konditamdi. En dépit de la Covid-19 qui a perturbé l'année académique 2019-2020, 103 élèves ont su élever leur niveau pour aller chercher l'excellence. Aux différents examens scolaires, ces élèves ont obtenu les meilleures moyennes au plan national. Ils reçoivent de nombreux lots et des sommes allant jusqu'à 1 million de francs CFA, en plus des félicitations du président du FASO. Le capital humain du Burkina de demain, il se constitue aujourd'hui, se forme aujourd'hui. Et quand nous regardons les moyennes, nous pouvons dire que nous sommes fiers de cette pépinière d'intellectuels qui est créée. Mais il faut qu'on sache que dans la réalité, l'excellence n'est pas un but en soi. C'est une motivation qui doit permettre à nos jeunes de continuer à travailler dans l'excellence. Pour les lauréats, cette cérémonie sonne comme un appel à toujours donner le meilleur de soi. Pour ce résultat, il faut vraiment travailler dur, être assidu en classe, respecter les professeurs aussi et toujours être à la quête du savoir en fait. Il faut vraiment travailler régulièrement, ne pas rater les cours et travailler dans toutes les matières, les unes autant que les autres en fait. Parce que pour avoir cette moyenne, on a besoin de toutes les matières. J'ai eu le CP avec 9,64 de moyenne. L'examen pour moi, ça a été facile. C'est pas le sport qui m'a levé un peu de points. Je ne vois pas ce qui m'a tellement dérangé. Crise sanitaire, sécuritaire et fraude sociale, le système éducatif burkinabé a connu d'énormes difficultés. Mais selon le ministre de l'Éducation nationale, les résultats obtenus montrent que l'école du Burkina Faso sait s'adapter au choc. Les excellents résultats obtenus par ces jeunes champions que nous célébrons ce matin tiennent du prodige et démontrent que notre système éducatif est résilient et performant. La communauté éducative a su faire face avec intelligence, avec audace et avec succès.
C'est pour moi l'occasion de féliciter et remercier tous les acteurs dans la chaîne de l'éducation pour leur mobilisation générale et leur grande adhésion aux décisions gouvernementales sur les modalités d'achèvement de l'année scolaire. Pour être au palais de Kosiam ce 5 septembre, il fallait pour les lauréats au CEP faire partie des 10 premiers au plan national et avoir 13 ans maximum. Pour les lauréats au BEPC, il fallait être admis au premier tour, faire partie des 10 meilleurs au plan national et avoir une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. Pour les bacheliers, il fallait être parmi les 5 meilleurs de sa série, avoir au moins 14 de moyenne et âgé de plus 21 ans. L'excellence dans l'éducation, malgré la situation sécuritaire tendue dans le domaine des mines également, les chiffres sont encourageants selon le ministère des Mines et des Carrières. En dépit du phénomène terroriste qui a sérieusement affecté le secteur, les prévisions de croissance ont été atteintes d'une contribution de 2 milliards de francs CFA aux investissements locaux en 2015. Les mines sont passées à 5 milliards de francs CFA d'investissement au profit du développement local. C'est donc le PNDES, le Plan national de développement économique et social, qui a porté ses fruits. Rémi Lambert-Nibier. Le secteur minier est l'un des secteurs qui donne satisfaction au gouvernement en matière de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Ce secteur qui devrait jouer le rôle de créateur de richesse s'est comporté en véritable levier de développement de par les performances réalisées entre la période 2016-2020. La première cible, c'est que le PNDS nous imposait que la contribution du secteur minier, qui était de 7,9% en 2015, passe au moins à 10,2%. Alors, en 2018, nous étions déjà à 12,2%. Et bon, avec la crise sécuritaire, en 2019, nous sommes redescendus à 10,4%, ce qui est supérieur à la cible qui est de 10,2%. On nous demandait de passer de 14% la part locale de fourniture des biens et services en 2015 à 25% en 2020. Alors, le chiffre dont nous disposons, c'est que nous sommes de l'ordre de 16% en 2017 et depuis, nous n'avons pas pu avoir les éléments nécessaires pour évaluer, mais nous pensons que nous ne sommes pas loin de la cible. En 2015, on avait constaté que ces investissements locaux remontaient à 2 milliards de francs CFA et on nous demandait à l'horizon 2020 de passer à 5 milliards d'investissements de développement local. Alors, au niveau des résultats, en 2019, nous sommes déjà à 4,8 milliards. Et il faut ajouter à cela le fait que chaque année, nous versons aux régions et aux communes du Burkina 20 milliards de francs CFA. Donc, au lieu de 5 milliards, le secteur minier va financer le développement local à hauteur de 25 milliards. Quant aux emplois directs et indirects générés par le secteur, ils sont passés de 10 000 en 2015 à plus de 51 000 à la date du juin 2020 pour une cible de 20 000 emplois fixée par le PNDS. Sur le plan institutionnel, 41 textes sur 48 prévus ont été adoptés afin de renforcer la gouvernance dans ce secteur en pleine mutation. La construction de l'école des métiers de la mine et l'intensification de l'exploitation industrielle sont dans les perspectives à court terme du département de Oumarou Idani. Le ministère des Mines et des Carrières est dans une dynamique de diffusion de ses acquis. Son mois de redevabilité lancé ce 4 septembre s'inscrit dans cette optique. Une visite guidée des installations et des équipements du BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, a permis de s'imprégner des efforts engagés par cette société d'État pour mieux assumer son rôle d'exploration du sol et du sous-sol burkinabé. Présentement, oui, nous avions des soucis, mais nous venons d'avoir un soutien important de l'État à travers le Fonds de financement de la recherche géologique et minière, où le BUMIGEB a une contrepartie correspondant à 65% de ce fonds-là, donc qui permettra au BUMIGEB de rattraper son retard technologique
Et je pense que l'année passée, en 2019, nous avons pu acquérir du matériel. En 2020, nous sommes en train d'acquérir encore du matériel qui vont renforcer vraiment de manière opérationnelle et au niveau des compétences le BUMIGEL pour assurer ses missions. Au cours de ce mois de redevabilité, le ministère des Mines et des Carrières va communiquer sur des sujets comme la problématique du contenu local dans le secteur minier, les réformes du sous-secteur de l'artisanat minier, ainsi que sur le bilan de la mise en œuvre des 4 fonds miniers. Politique à présent, sans surprise, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui est choisi par le parti du Dima de Boussouma comme candidat à la présidentielle de novembre prochain. L'Alliance panafricaine pour la refondation a tenu son congrès d'investiture ce samedi. Images et commentaires avec Rémi Lambert-Nébier. Le respect de l'idéologie est un principe qui prime en politique. Mais à l'APR, l'Alliance panafricaine pour la refondation, on ne déroge surtout pas au respect des valeurs coutumières. Lorsque Naba Sigri, Dima de Boussouma et fondateur du parti, fit son entrée, la Maison du Peuple se décoiffe de ses bonnets rouges pour faire allégeance. Le congrès extraordinaire peut enfin délibérer sur ces grandes décisions. Parti né en 2019 de la réforme du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, les militants et sympathisants de l'APR ont 2 mots d'ordre pour le double scrutin du 22 novembre prochain. Faire du fondateur du parti un député à l'Assemblée nationale et reconduire Roch Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso. Nous avons analysé tous ceux qui sont sur la scène politique. Et nous avons pensé que Roch Marc Christian Kaboré, qui est en train de finir un premier mandat, il y a beaucoup d'acquis, bien sûr qu'il y a des insuffisances, et nous espérons qu'effectivement, avec la correction d'un certain nombre d'insuffisances et la consolidation des acquis, ça doit être, et c'est le meilleur candidat pour nous. Oui, bien sûr, tout le monde, nous sommes dans un état de droit, tout le monde peut dire effectivement ce qu'il pense. C'est ça, effectivement, qui enrichit le pays, qui enrichit la démocratie. Mais nous ne sommes pas sûrs, et nous pouvons même être certains, qu'à la place de Roch, n'importe qui allait avoir les mêmes difficultés et peut-être même pire. Les congressistes ont aussi jugé de la nécessité d'une refondation pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Pourquoi la refondation ? Notre démocratie est malheureuse et mal mise en train. Elle mérite d'être refondée. Elle doit être refondée. Et elle sera refondée sur la base de notre spécificité et de nos réalités, de notre aspiration à une vie assainie, débarrassée des équivoques qui engourdissent, freinent et retardent notre marche en avant. Après analyse de la situation politique sous-régionale, ce parti panafricain condamne les velléités de certains chefs d'État de briguer un 3e mandat. De quoi enrichir le domaine de la recherche prospective sur les enjeux et les défis contextuels du Burkina Faso. Un nouveau cabinet d'études dénommé WECRE. Il a officiellement démarré ses activités ce samedi. Et pour planter le décor, c'est une conférence publique qui a été animée par le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur dans le domaine de l'information et de la communication. Abdou Aziz Psari. Microphone à main, le professeur Théophile Balima apporte quelques éléments de réponse aux préoccupations de l'assistance. Ce public veut savoir si les médias peuvent-ils assurer la médiation dans cette société multipolaire où les sources informelles d'information sont multiples. Pour l'ancien directeur de l'Hypermic, c'est bien possible. J'ai la faiblesse de penser que la médiation médiatique est possible. En tant qu'acteur et reflet du déroulement de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, les médias constituent un des ressorts fondamentaux de la cohésion sociale. Les médias sont donc des lieux de tension, des lieux de rivalité d'influence pour les acteurs civils et militaires dans la nouvelle infosphère où les manœuvres informationnelles sont présentes désormais dans toutes les activités humaines.
L'autre inquiétude qui anime les participants est de savoir si la contradiction et les joutes oratoires dans les espaces publics contribuent ou non à l'effritement de la cohésion sociale. Le conférencier du jour assure, la conflictualité communicationnelle ne devrait pas poser de problème si la démocratie est apaisée. Mais lorsque le climat social est mauvais, évidemment, les militants qui sont souvent peu conscientisés, peu formés et peu éduqués sur le plan de la citoyenneté peuvent faire de ces messages-là des motifs d'affrontement au niveau des communautés. Et ça peut être effectivement dangereux. C'est pour ça que j'interpelle les leaders politiques à avoir des propos responsables et de regarder l'unité du pays dans les contradictions et dans les débats politiques pour ne pas laisser déliter notre cohésion et notre solidarité nationale. Cette conférence publique marque le lancement officiel de WECRI, un cabinet d'études, de recherche et d'accompagnement qui se lance dans la réflexion prospective sur les enjeux et les défis contextuels du Burkina Faso et de l'Afrique. Nos modes d'intervention, c'est sur 3 modes d'intervention. D'abord, nous avons nos compétences internes en termes de ressources humaines, de formation pointue, qui est le premier mode d'intervention, au travers déjà de nos propres compétences internes. Le deuxième, c'est au travers du partenariat avec d'autres cabinets, d'autres structures de recherche, avec lesquelles aussi nous pourrons en partenariat réaliser, en faire certaines études, certaines formations et renforcement de capacités. Le troisième mode d'intervention, c'est celui en fait du partenariat international. Et en cela aussi, nous avons déjà des partenaires au niveau international pour pouvoir également intervenir sur certains sujets qui seraient d'intérêt commun. Le cabinet WECRI a 7 domaines d'intervention, à savoir la décentralisation, la prévention des conflits, la communication, la gouvernance politique, la régulation de l'information, la politique étrangère et l'entrepreneuriat des jeunes. L'École nationale de police a 50 ans, un jubilé d'or que les premiers responsables de l'institution veulent marquer d'une pierre blanche. Plusieurs activités sont au programme de cette célébration. Les 96 heures de l'élève policier, journée porte ouverte, match de football et course populaire, entre autres, sont au menu. Alexis Belemnaba. École nationale de police d'hier à demain, c'est sous ce thème qu'est célébrée cette journée commémorative du jubilé d'or de l'École nationale de police. Cette célébration est marquée par les 96 heures de l'élève policier et les journées portes ouvertes ce jeudi 3 septembre 2020. C'est le ministre de la Sécurité qui a procédé au lancement des activités et de rappeler les valeurs qu'incarne cette institution. Depuis sa création le 6 mai 1970, l'École nationale de police a mis à la disposition de notre administration publique et l'administration d'autres pays africains des milliers d'agents au service des populations. 50 ans après, vous conviendrez qu'il sied de marquer une halte pour regarder dans le rétroviseur à mieux, faire le bilan et dégager les perspectives qui tiennent compte du contexte sécuritaire national et international dans la formation des élèves. Le contrôleur général de l'État, Luc Marius Ibriga, de rappeler que la police constitue un maillon essentiel dans la préservation du patrimoine burkinabé. Lors de ce cinquantenaire, il était bon que l'école de police montre à la nation entière qu'elle est au service de cette nation et que ces éléments se forment pour servir la société et préserver le bien commun. Et c'est pour cela que je me suis fait fort de venir ce soir, parce que la police est un maillon essentiel dans la préservation de notre patrimoine et dans le vivre ensemble. Et cet après-midi, le directeur général de la police nationale, Jean Bosco Kienou, présente également les perspectives de cette institution. Les perspectives, vous savez, l'école, c'est le creuset du savoir, Nous formons beaucoup d'élèves ici. Alors, à la fin de leur formation, ils viennent renforcer en tout cas les effectifs de lutte, en tout cas contre l'insécurité, contre le phénomène que vous connaissez, l'idée terroriste. Et je crois que d'ici quelques jours, en tout cas, l'école va injecter un effectif en tout cas important sur le terrain. Et je pense que c'est quelque chose
qu'il faut saluer. Un cross, une séance d'aérobic, une course de relais de 50 km et une compétition au tir au pistolet automatique ont marqué cette journée. La finale de la Coupe du Cinquantenaire a opposé les agents de la police municipale aux assistants de la police municipale. Les agents ont pris le dessus 1-0 et repartent avec une somme de 150 000 francs CFA. Voilà qui met fin à ce journal. Fin d'une semaine passée en votre compagnie. Merci de la fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Nébi-Lianayou dans le centre-ouest. À bientôt pour d'autres actualités.